En mars 1960, dans l'une des nuits les plus froides que Las Vegas ait jamais connues, quelque chose s'est passé dans les coulisses du Sands Hotel, qui n'aurait jamais dû être oublié, mais qui, pour des raisons que vous allez comprendre, presque personne n'a su. Ce n'était pas une performance, ce n'était pas un scandale. C'était le moment où un homme a décidé que la dignité d'un autre valait plus que n'importe quelle conséquence professionnelle, n'importe quelle relation de pouvoir, n'importe quel calcul de carrière. Et cet homme était Elvis Presley. Mais pour comprendre ce qui s'est passé cette nuit-là, vous devez d'abord comprendre où cela s'est passé. Parce que Las Vegas en 1960 était une ville de contradictions brutales. En surface, c'était la capitale mondiale du divertissement. Les plus grandes stars de la planète se produisaient chaque soir devant des salles combles. Le Rat-Pack, Frank Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis Jr., Peter Lawford et Joey Bishop étaient au sommet absolu de sa gloire. Ils remplissaient le Sands Hotel soir après soir avec un mélange de musique, d'humour et d'une élégance que personne d'autre ne pouvait imiter. Les gens venaient de partout dans le monde pour les voir. Les billets étaient impossibles à trouver. Les nuits duraient jusqu'à l'aube. Mais sous le glamour, sous les lumières et les paillettes, Las Vegas était encore une ville profondément ségrégée. Les artistes noirs pouvaient pas divertir les publics blancs, mais ils ne pouvaient pas dormir dans les hôtels où ils se produisaient. Ils ne pouvaient pas manger dans les restaurants où leurs fans dînaient. Ils ne pouvaient même pas utiliser l'entrée principale des établissements qui gagnaient des fortunes grâce à leur talent. Sammy Davis Jr., l'un des entertainers les plus talentueux que le monde ait jamais produit, un homme qui pouvait chanter, danser, jouer la comédie et faire des imitations mieux que presque n'importe qui d'autre sur Terre, devait entrer dans le Sands Hotel par la cuisine. Chaque soir, après des ovations debout, après des salles qui criaient son nom. C'était la réalité de 1960. Et c'est dans cette réalité que tout a commencé. Elvis Presley était à Las Vegas pour une série de spectacles au New Frontier Hotel. Sa carrière au cinéma prenait son envol, mais il aimait encore profondément se produire en direct, se nourrir de l'énergie d'un public vivant. Ce soir-là, il avait terminé son propre spectacle plus tôt que prévu et avait été invité au Sands pour regarder le Rat-Pack performer, et peut-être passer du temps avec eux après le show. Le spectacle du Rat-Pack ce soir-là avait été électrique. Frank était en pleine forme, plus vif et plus charismatique que jamais. Dean était hilarant comme toujours, enchaînant les répliques avec cette désinvolture qui semblait si naturelle, mais qui cachait un génie comique réel. Et Sammy avait littéralement arrêté le temps. Ses imitations, sa voix, sa présence sur scène, il avait fait se lever toute la salle à plusieurs reprises. Après le spectacle, un groupe sélect de personnes fut invité dans le salon VIP, une salle privée en coulisses où les stars pouvaient se détendre, prendre un verre et décompresser loin du regard du public. C'était un espace de confiance, un endroit où les masques pouvaient tomber. Elvis était assis sur un canapé, sirotant un Coca-Cola, parlant avec Dean Martin de leur prochain projet cinématographique. Sammy était de l'autre côté de la pièce, encore en smoking, toujours vibrant de l'énergie du spectacle, riant et plaisantant avec d'autres artistes. Frank tenait sa cour au centre de la salle, racontant des histoires qui faisaient rire tout le monde aux larmes. Et c'est dans cette atmosphère de chaleur et de complicité qu'un homme est entré, et a tout changé. Son nom était Richard Calloway, propriétaire de 2 casinos majeurs à Las Vegas. Il était dans la soixantaine, imposant, avec ses manières d'homme qui a tellement d'argent depuis si longtemps qu'il a oublié ce que ça fait de devoir se justifier devant quelqu'un. Il portait un costume sur mesure qui devait coûter plus cher que le salaire mensuel d'un ouvrier. Il avait cette façon d'entrer dans une pièce comme si la pièce lui appartenait, même quand ce n'était pas le cas. Il avait des connexions au Sands, assez de connexions pour se retrouver dans ce salon VIP sans vraiment y avoir été invité au sens propre du terme. Et personne ne disait rien, parce que c'était Las Vegas, et que l'argent ouvrait des portes que le talent seul ne pouvait pas toujours franchir. Calloway salua Frank avec une familiarité exagérée. Il échangea quelques mots avec Dean. Et puis ses yeux se posèrent sur Sammy Davis Jr. Sammy était en train de raconter une histoire, ses mains gesticulant dans l'air avec cette énergie contagieuse qui lui était propre. Les gens autour de lui souriaient, captivés. C'était Sammy. Il attirait les gens vers lui comme une gravité naturelle. Calloway s'approcha, verre à la main, et interrompit. « Beau spectacle ce soir », dit-il d'une voix suffisamment forte pour que plusieurs personnes dans la pièce puissent l'entendre. « Vous les gens, vous savez vraiment comment divertir une salle. » Il y avait quelque chose dans la façon dont il avait dit « vous les gens » qui fit tourner quelques têtes. Une légère tension traversa l'air, imperceptible pour certains, évidente pour d'autres. Sammy, professionnel jusqu'au bout des ongles, sourit. « Merci, Mr. Calloway. Heureux que vous ayez apprécié. »
Calloway prit une longue gorgée de son verre. Puis il dit quelque chose de court, de banal dans sa forme, mais d'une violence absolue dans son contenu, qui fit se figer toute la pièce instantanément. « Ouais, bon spectacle. Mais à la fin de la journée, t'es encore juste un N-word en smoking. » Le silence qui suivit fut d'une qualité particulière. Pas le silence d'une salle qui attend, le silence d'une salle qui vient de recevoir un coup. Les conversations s'arrêtèrent à mi-phrase. Les rires moururent. Tous les regards se tournèrent vers Calloway, puis vers Sammy, essayant de traiter ce qu'ils venaient d'entendre. Le visage de Sammy se transforma en une fraction de seconde. Le sourire disparut. Ses yeux s'agrandirent, pas de colère, mais de quelque chose de plus profond, de plus douloureux, de la stupeur, de la blessure. Parce que voilà ce que les gens qui n'ont jamais vécu, ça ne comprennent pas. Peu importe combien de fois vous avez été blessé de cette façon, peu importe combien d'armures vous avez construites autour de vous à force d'années de discrimination et de mépris, le mot coupe toujours. Il coupe toujours au même endroit. Il rouvre toujours la même blessure. Et ça fait toujours aussi mal. Sammy ouvrit la bouche. Aucun mot ne sortit. Frank Sinatra, qui était de l'autre côté de la pièce, se mit en mouvement. Son visage avait changé. Dean Martin posa son verre lentement, le regard fixé sur Calloway. La tension dans la salle était devenue quelque chose de presque physique, quelque chose qu'on pouvait presque toucher. Mais avant que Frank n'atteigne Calloway, avant que quiconque d'autre ne puisse réagir, Elvis se leva. Il avait été assis tranquillement dans son coin, à l'écart du centre de la pièce. Il n'avait pas cherché à attirer l'attention. Mais le moment où ces mots étaient tous sortis de la bouche de Calloway, quelque chose avait changé en lui, quelque chose de visible, de palpable pour tous ceux qui le regardaient. Il posa son Coca-Cola sur la table avec une précision délibérée, comme s'il avait besoin de ce geste pour contrôler ce qui montait en lui. Et puis, il traversa la pièce. Il n'y avait rien d'agressif dans sa démarche, pas de précipitation. Pas de théâtralité. Il marchait simplement avec une intention qui faisait que les gens s'écartaient naturellement sur son passage. Il se plaça entre Calloway et Sammy, pas comme quelqu'un qui cherche la confrontation, mais comme quelqu'un qui crée une barrière. « Mr. Calloway », dit Elvis d'une voix basse, si basse que les gens durent tendre l'oreille pour entendre. Son accent du Sud était plus prononcé que d'habitude. Il l'était toujours quand quelque chose le touchait vraiment au fond. « Je vais avoir besoin que vous répétiez ce que vous venez de dire. » Parce que je ne suis pas sûr d'avoir bien entendu. Calloway, encouragé par l'alcool et par une vie entière où l'argent lui avait évité les conséquences, esquissa un sourire. « Vous avez très bien entendu, Elvis. J'ai dit qu'il est juste un... » Elvis leva la main. Un geste simple, suffisant. « Non, dit-il, je vais vous arrêter là, parce que ce que vous êtes sur le point de dire va déterminer comment vous quittez cette pièce. Et je vous suggère de réfléchir très soigneusement à votre prochain mot. Ce n'était pas une menace criée. C'était pire que ça. C'était une certitude murmurée. Et dans le silence total de cette pièce, elle résonna comme quelque chose d'absolu. Calloway regarda autour de lui, cherchant des alliés, cherchant quelqu'un pour l'aider à transformer ça en plaisanterie. « Allez, Elvis, dit-il, le sourire se craquelant légèrement. C'était juste une blague. Sammy comprend. N'est-ce pas, Sammy ?» Mais Sammy ne répondit pas. Il était encore debout, immobile, quelque part entre la douleur et l'incrédulité de ce qui était en train de se passer, de ce qu'Elvis était en train de faire pour lui. Elvis fit un pas de plus vers Calloway. « Laissez-moi vous dire quelque chose, Mr. Calloway, et je veux que tout le monde dans cette pièce entende ce que je suis sur le point de dire. » Il marqua une pause. Quand il reprit, sa voix était toujours calme, mais elle portait quelque chose que les gens dans cette salle n'oublieraient au jamais. Sammy Davis Jr. a tout gagné ce qu'il possède, chaque ovation, chaque dollar, chaque once de respect que le monde lui accorde. Il l'a gagné en étant meilleur que tout le monde, en travaillant plus dur que tout le monde, en devant être 2 fois plus brillant, juste pour être traité à moitié aussi bien. Il entre dans cet hôtel par la cuisine chaque soir pendant que des hommes comme vous utilisent l'entrée principale, et il le fait avec plus de grâce et de dignité que vous n'en aurez jamais. Alors avant de prononcer ce mot encore une fois, je veux que vous me disiez ce que vous avez fait, vous, pour mériter quoi que ce soit. Parce que d'après ce que je vois, vous avez hérité de l'argent de votre père, et vous avez acheté une place à une table à laquelle vous n'apparteniez pas. La pièce était absolument silencieuse. Frank Sinatra avait les bras croisés, quelque chose qui ressemblait à de l'admiration sur le visage. Dean Martin ne disait rien. Personne ne disait rien. Calloway essaya de reprendre le dessus. « Vous savez à qui vous parlez ? Je peux décrocher mon téléphone et m'assurer que vous ne travaillez plus jamais dans cette ville. » Elvis le regarda avec une expression qui n'était ni de la peur ni de la colère.
C'était quelque chose de plus calme que ça, quelque chose de décidé. Alors appelez, dit-il simplement, parce que je préfère ne plus jamais remettre les pieds dans cette ville, plutôt que de rester une seconde de plus dans la même pièce qu'un homme qui pense que son portefeuille lui donne le droit de traiter les gens comme s'ils étaient moins qu'humains. Il se retourna alors et regarda lentement chaque personne dans la pièce, les yeux passant d'un visage à l'autre. Et ça vaut pour tout le monde ici. Si vous êtes à l'aise avec ce que cet homme vient de dire, si vous pensez que c'est acceptable, alors vous n'êtes pas mon ami. Mais si vous êtes aussi révolté que moi, si vous croyez qu'aucun être humain ne devrait jamais être parlé de cette façon, alors je vous suggère de le faire savoir maintenant. Il y eut un moment de suspension. Puis Frank Sinatra traversa la pièce et se plaça à côté d'Elvis, face à Calloway. « Sortez », dit Frank. Juste ça. 2 mots, avec tout le poids de ce qu'il était derrière eux. Dean Martin s'approcha. « Vous avez entendu l'homme. Sortez. » Un par un, les autres personnes dans la pièce se déplacèrent. Pas bruyamment, pas dramatiquement, simplement, ils choisissaient un côté, et ils choisissaient tous le même. En quelques secondes, Richard Calloway se retrouva seul d'un côté de la pièce, face à un mur de personnes qui avaient collectivement décidé qu'il ne méritait pas d'être là. Son arrogance se fissura. Il regarda autour de lui, cherchant quelque chose à quoi s'accrocher. « Vous faites tous une erreur, » dit-il, mais sa voix avait perdu sa certitude. « Je possède cette ville, vous travaillez tous pour des gens comme moi. »« Non, » dit Elvis doucement, « nous travaillons pour les gens qui paient, pour nous voir performer. Nous travaillons pour les fans qui aiment la musique. Nous travaillons pour nos familles. Nous ne travaillons pas pour des lâches. Maintenant sortez avant qu'on vous aide à le faire. » Calloway resta là encore un moment. Peut-être calculait-il. Peut-être espérait-il encore que quelque chose change. Mais rien ne changea. Les visages en face de lui ne bougèrent pas. Et il finit par tourner les talons et marcher vers la porte, essayant de conserver une dignité qu'il avait lui-même détruite. Juste avant qu'il ne sorte, Elvis dit une dernière chose. « Mr. Calloway, chaque fois que vous entendrez mon nom sur la radio, chaque fois que vous verrez Sammy sur une scène avec une salle entière debout pour lui, je veux que vous vous souveniez de cette nuit. Je veux que vous vous souveniez de la nuit où vous avez montré à tout le monde dans cette pièce exactement quel genre d'homme vous êtes vraiment. » La porte se ferma. Le silence qui suivit était d'une nature complètement différente du silence qui avait suivi les mots de Calloway. Celui-là avait été le silence du choc. Celui-ci était le silence du soulagement, de quelque chose qui ressemblait à de la justice. Elvis se retourna vers Sammy. Sammy n'avait toujours pas bougé. Ses yeux brillaient. Pas seulement de douleur maintenant, mais d'autre chose. De gratitude, d'une sorte d'incrédulité heureuse. Elvis s'approcha de lui et posa la main sur son épaule. « Tu vas bien, mon frère ?» Ce mot, « frère », prononcé avec une sincérité totale, sans calcul, sans performance. Ce mot fit ce que toute la tension des dernières minutes n'avait pas réussi à faire. Il brisa quelque chose en Sammy. Il attira Elvis dans une étreinte, et les 2 hommes restèrent là, dans ce salon VIP du Sands Hotel, pendant que tout le monde regardait en silence, respectueux. Quand ils se séparèrent, Sammy essuya ses yeux et regarda Elvis avec une expression que ceux qui étaient présents cette nuit-là décriraient pendant des années comme quelque chose d'impossible à oublier. « Tu es vraiment le roi ?» dit Sammy. « Pas à cause de ta musique, pas à cause de tes films, à cause de ça. Personne n'a jamais fait ça pour moi. Pas comme ça. » Elvis secoua la tête. « Tu es mon ami. Tu es mon frère. Les frères se protègent. C'est tout. » Plus tard dans la nuit, Sammy glissa un anneau de son doigt, une simple bague en or qu'il portait depuis des années, et le tendit à Elvis. « Je veux que tu l'aies, » dit-il. « Il ne vaut pas grand-chose en argent, mais il vaut tout pour moi. Je veux que tu le portes et que tu te souviennes que tu as un frère qui n'oubliera jamais ce que tu as fait cette nuit. » Elvis porta cette bague pendant des années. Chaque fois que quelqu'un lui demandait d'où elle venait, il racontait l'histoire, toujours en mettant en avant le talent et le caractère de Sammy. Jamais en s'attardant sur ce qu'il avait lui-même fait, parce qu'Elvis ne pensait pas avoir fait quelque chose d'extraordinaire. Il pensait avoir fait ce que n'importe quelle personne décente aurait dû faire. Et peut-être que c'est ça, en fin de compte, la leçon la plus importante de cette nuit. Pas que le courage exige d'être un héros, pas qu'il faille être Elvis Presley pour se lever face à l'injustice, mais simplement que voir quelqu'un être blessé et choisir de ne pas rester silencieux, c'est à la portée de chacun d'entre nous, en toutes circonstances. À n'importe quel moment. Et parfois, c'est tout ce qu'il faut pour changer une nuit, ou une vie.